procès comme le veut. Pour lui apporter Excuses pour ces quelques soucis techniques. Le sommaire de ce 20h, le procès Khalifa Sall renvoyé d'office jusqu'au 3 janvier 2018. Motif du renvoi, les avocats de la défense n'ont pas été saisis pour un procès comme le veut l'article 174 du Code de procédure pénale. Les socialistes pro-Khalifa Sall de leur côté prêts à mener le combat pour exclure Ousmane Tanor Dieng face à la presse cet après-midi. Ils ont accusé l'État de vouloir en finir avec la carrière politique du maire de Dakar. Le mal-être des pêcheurs de caillards, le poisson se fait de plus en plus rare. Les acteurs disent être impactés par l'utilisation des bombes pour l'exploration du gaz et du pétrole. Le professeur Ibrahima Diop, élevé au grade de docteur honoris causa de l'université Sciences Po de Paris. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar doit entre autres cette distinction à son travail dans la recherche au département d'histoire. Et puis en sport, les Lions du Sénégal renouent avec Puma. La fédération sénégalaise de football et la marque allemande ont trouvé un accord à hauteur d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA entre autres. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint du Parti socialiste. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le procès Khalifa Sall renvoyé d'office jusqu'au 3 janvier 2018. Les avocats du député maire de Dakar n'ayant pas été saisis pour un procès comme le veut l'article 174 du Code de procédure pénale, le juge a interpellé le parquet pour une notification aux avocats. Là-dessus, nous écoutons un des avocats de Khalifa Sall, maître Elazi Diouf au micro d'Alassane Ba et Pape Sangoune Mbaye. L'article 174 du Code de procédure pénale du Sénégal. Et cet article est très clair. Il avertit solennellement. Il dit que tant que les avocats constitués n'ont pas reçu leur avis, le tribunal ne peut nullement statuer. Le tribunal est tenu de renvoyer jusqu'à ce que cette formalité soit remplie. C'est un avertissement solennel adressé au parquetier, au procureur de la République, qui ici a violé et les droits de Khalifa Babacar Sall et les droits de ses conseils, donc les droits de ses avocats. Et cette violation de ces droits et de Khalifa et des conseils de Khalifa, cette violation est sanctionnée par un renvoi d'office. Le juge ne peut nullement statuer tant que cette formalité substantielle n'est pas respectée. Victoire. Première victoire de Khalifa Babacar Sall depuis le début. Les procureurs de la République devraient informer les avocats de la défense de la tenue plutôt du procès de leurs clients avant d'envoyer le dossier. C'est du moins l'avis du professeur Ousseynou Samba, l'enseignant en droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Salue la décision du tribunal correctionnel qui a renvoyé le procès en audience spéciale. Il était l'invité du journal de 13h. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Diab. Que le procureur a versé un peu dans la précipitation. L'article 174 est clair. Lorsque le juge d'instruction a clos l'instruction et a saisi le procureur de la République,
ce dernier doit, dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine, enrôler l'affaire. C'est-à-dire dire devant quel tribunal et à quelle date la personne doit être jugée. Mais la personne doit être informée. Ses conseils plus particulièrement, pour que ces derniers puissent se préparer par rapport à l'audience, où ils devront défendre les intérêts de leurs clients. Mais ayant oublié une formalité aussi substantielle, cela veut dire quelque part il y a un peu de précipitation. Cet article-là, ce n'est pas nouveau. Il existe depuis que le code pénal existe. Donc, oubliez que vous devez informer les... Je pense que c'est un oubli. Je ne pense pas qu'il ait pu le faire délibérément. Mais je dis qu'oubliez qu'il devait informer les conseils de Khalifa Sall de la date de l'audience et de la salle du tribunal et de la salle où l'audience devait se tenir, me paraît être vraiment un peu léger dans la procédure. Moi, j'ai été un peu surpris de savoir qu'on n'avait pas prévu une audience spéciale. Pour la bonne et simple raison que la personne poursuivie, quand bien même c'est un Sénégalais ordinaire, entre guillemets, il s'agit d'un maire et d'un député. Par conséquent, vouloir enrôler son affaire le jour où il y a d'autres procès, parce que quand on a enrôlé de manière ordinaire, donc il y aura des voleurs, il y aura des gens qui sont poursuivis pour usage de chanvre indien, donc vouloir enrôler cette affaire-là ce jour-là me paraissait vraiment pas judicieux. Ce matin, les députés non inscrits et ceux du groupe Liberté et Démocratie ont très tôt fait le déplacement au palais de justice pour soutenir leurs collègues. Selon eux, Khalifa Sall est confiant et en bon état d'esprit. Alassane Ba, Pape Sangone Mbaye. Très compliqué, difficile de faire même une interview devant le palais de justice de Dakar. Pour mesure de sécurité, dit la police. Il faut alors déplacer les députés qui ont fait le déplacement pour apporter leur soutien à leurs collègues. Il est important que tout le monde ait en conscience que même si on a levé son immunité, Khalifa Sall est toujours député du Sénégal. Donc c'est tout à fait logique que ceux qui ont partagé sa cause, que ceux qui sont opposés contre la levée de l'immunité, que cela soit là pour lui apporter donc leur soutien. Nous sommes venus nombreux, et le port de l'écharpe, c'est simplement pour marquer pour nous d'abord que nous sommes députés, mais aussi que nous sommes aux côtés de notre collègue Khalifa Sall. Maître Madi Kenyan, lui, a serré la main à Khalifa Sall et il rassure sur son état d'esprit. Nous l'avons aperçu et je me suis rendu compte qu'il est en forme, et qu'il est serein. Vous savez, Khalifa Sall est un musulman. D'abord, le fait qu'il porte le nom de Khalifa Ababakar est très illustratif. Mais nous le connaissons, croyant et musulman. Je me rappelle bien que la dernière fois, quand je lui ai rendu visite en prison, il me disait qu'il s'en remettait au Tout-Puissant. Il considère la situation qu'il vit comme étant une épreuve. Et toute épreuve a une fin. C'est pourquoi il accepte dignement et avec beaucoup de courage, mais surtout avec une forte piété. L'audience s'est tenue à la salle 3 du palais de justice, trop étroite pour contenir la masse. Après le renvoi du procès, très serein, sourire aux lèvres, Khalifa Sall s'est levé pour saluer ses militants et sympathisants. Alassane Ba, les hommes politiques étaient nombreux ce matin au palais de justice. Bamba Fall, Thierno Bokoum, Hélène Tina, entre autres personnalités politiques, sont venus soutenir le maire de Dakar. Ils qualifient tout ce procès de faux procès. On les écoute au micro d'Aminata Mbaresso. Khalifa Sall, personne ne peut le sacrifier. Il n'a rien fait. S'il cherche véritablement des voleurs, non, on n'a pas besoin de chercher loin. Parce qu'on a les rapports, n'est-ce pas, des institutions de contrôle. On a le rapport de la Poste. On a, n'est-ce pas, celui du COUD. On a Dakar Demdik, on a Port Autonome de Dakar, on a Petrotim. Donc s'ils cherchent des voleurs, les voleurs sont autour d'eux-mêmes. Il y a eu une procédure biaisée. Il y a eu une volonté clairement affichée de tout faire pour empêcher à un futur candidat à la présidentielle d'être candidat. Cette histoire de caisse d'avance est un mécanisme qui est là depuis longtemps, que le maire de Dakar a trouvé à la ville de Dakar.
Et nous avons vu que ces rapports de l'IGE sont gérés de façon sélective. Nous ne voulons pas d'une traque sélective, nous ne voulons pas d'une justice sélective, nous voulons que notre pays reste un pays de démocratie. C'est honteux aujourd'hui que tout le monde comprenne qu'ils sont en train de jouer pour l'élimination des futurs adversaires. Tout cela pour éviter un deuxième tour aux élections présidentielles. Mais manifestement, c'est comme si on avait affaire à un pouvoir qui aujourd'hui se considère comme quelqu'un qui veut éliminer tout le monde. Mais ce n'est que le début. Nous serons présents sur tous les fronts, sur le plan juridique et judiciaire. Nous nous battrons avec nos avocats, en rapport avec leurs clients, pour définir la meilleure stratégie de défense qui soit. Politiquement aussi, nous invitons nos militants, nos sympathisants, nos amis, nos camarades à venir chaque jour assiéger le tribunal afin d'accompagner et d'assister nos amis. Toujours au palais de justice ce matin, militants, sympathisants, presse nationale comme internationale ont tous répondu présents. La police a également déployé les moyens pour sécuriser la foule. Un récit signé Aminata Mbaresso. Tribunal de Dakar, en cette matinée du 14 décembre 2017, c'était ça. Parce que les formalités substantielles. L'ouverture du procès de Khalifa Sall, c'est une masse humaine qui a envahi les alentours et l'intérieur du palais de justice. Difficile de circuler, les allées et venues des sympathisants et partisans du maire de Dakar sont surveillés de très près par des policiers. Un jalonnement sécuritaire inhabituel tout autour du palais de justice de Dakar. Même les citoyens venus pour d'autres dossiers ont eu du mal à accéder dans l'enceinte du tribunal de Dakar. Aminata Mbaresso, retour à présent sur les étapes ayant conduit à l'emprisonnement de Khalifa Sall avec le rapport de l'IGE jusqu'au combat de ses avocats proches partisans pour que le maire de Dakar recouvre la liberté. C'est un dossier signé Al-Hassan Ba. Le rapport de l'inspection générale d'État à l'origine. Malversation notée dans la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar entre 2011 et 2015. Le procureur de la République, maître des poursuites, décide d'y voir clair. Khalifa Sall, en fonction depuis 2009, doit alors s'expliquer. C'est le début de la procédure judiciaire. 22 février 2017, l'édile de la ville de Dakar est convoqué à la DIC. Des acteurs de la classe politique ainsi que les partisans de Khalifa Sall font le déplacement. Tous parlent d'acharnement et d'instrumentalisation de la justice pour des règlements de compte. La bataille politique est engagée. Pas question que ça passe. C'est une velléité d'entacher une réputation. Je voudrais leur dire que ce sera vain. Mars, Khalifa Sall et compagnie tiennent une conférence de presse. Les fausses factures, entre autres, tout ceci n'a d'importance. Pour eux, l'État veut tout simplement la tête d'un potentiel adversaire en 2019. Au cours de cette rencontre, ils obtiennent un soutien de taille, le guide religieux des Moustarchidines. Sous le coup de l'émotion, le maire de Dakar verse des larmes. Pour Serigne Moustapha Sy, il est hors de question d'emprisonner Khalifa Sall. S'il en arrivait jusque-là, ils seront deux à aller en prison. Le 7 mars, jour inscrit dans les annales. Convoqué à nouveau, le doyen des juges d'instruction Samba Sall décide dans la soirée de le placer sous mandat de dépôt. La justice est restée aveugle, sourde et qu'à la limite, elle est étourdie. L'accusation portée par le procureur de la République vise les infractions de détournement de deniers publics portant sur 1,8 milliard de francs CFA, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Khalifa Sall passe sa première nuit à Rebeuss, ainsi que ses co-inculpés, Mbaye Touré, directeur administratif et financier, et Yatma Diaw, chef de la division financière. Et c'est le début d'une longue bataille judiciaire. Grande rencontre entre le juge d'instruction Khalifa Sall et ses co-inculpés. Audition au fond, à côté,
les avocats du maire de Dakar formulent des requêtes pour une mise en liberté provisoire, mais également une annulation de la procédure. Les mois passent, on s'approche des législatives du 30 juillet, un autre tournant dans l'affaire Khalifa Sall. En prison, sa candidature soulève des débats. Pour le ministre de la Justice d'alors, Maître Sidiki Kaba, tant qu'il n'y a pas de condamnation définitive, le maire de Dakar jouit encore de ses droits civiques et politiques. C'est un pouvoir en cassation qui est la décision définitive. Investi tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal, Khalifa Sall peut alors battre campagne. Mais comment? Toutes les demandes déposées par ses conseils rejetées. Ce sera alors en prison. Le 30 juillet 2017, Khalifa Sall est élu député. Beaucoup d'acteurs et de citoyens attendent sa sortie de prison puisque bénéficiant d'une immunité parlementaire. Mais il n'en est rien. Les faits étant antérieurs à son élection, Sidiki Kaba estime que c'est le maire qui est en prison. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté. Retenez-le bien. Polémique. Les juristes se mêlent au débat. Pour les avocats, il n'est pas question de laisser faire. Des recours sont déposés à la Cour suprême en septembre. Cette même Cour rejette le recours des avocats du député maire Khalifa Sall aux fins d'annulation de la procédure judiciaire. Un rejet qui annonce déjà les couleurs d'un procès contre l'édile de Dakar. Octobre, le parquet saisit l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Coup de théâtre pour beaucoup d'acteurs, au moment où l'immunité parlementaire lui a été successivement refusée par le procureur de la République, le doyen de juge d'instruction et la chambre d'accusation de la Cour d'appel. L'Assemblée nationale décide de statuer sur l'affaire. Une commission ad hoc est alors installée, mais Maître Madické Niang et Déthié Fall décident de démissionner. Samedi 25 novembre, jour décisif. Tard dans la soirée, dans une ambiance tendue, alors que Khalifa Sall n'est pas entendu par la commission ad hoc, comme le veut le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la majorité lève l'immunité parlementaire de leurs collègues en prison. Il n'a pas été entendu, il n'a pas de défenseur. Le 5 décembre, ses avocats déposent une demande de libération sous caution, mais 2 jours après, ils sont déboutés et le juge d'instruction prend l'ordonnance de renvoi en tribunal correctionnel. Khalifa Sall devant la barre. La procédure pas encore bouclée, les avocats crient au scandale. Ils parlent de violation des droits de leurs clients et d'une atteinte à leur dignité. Je ne pense pas qu'il soit acceptable pour nous qu'on piétine la dignité de l'avocat, qu'on remette en cause nos prérogatives. L'ordre des avocats saisis au moment où la date du procès est déjà connue, le 14 décembre. Peut-être le début d'un long marathon judiciaire. Merci à Alassane Ba. Je vous l'annonçais dans les titres. Notre invité dans ce journal, c'est Maître Moussa Bokar Thiam, avocat à la Cour et porte-parole adjoint du Parti socialiste. Maître, bonsoir. Et bonsoir, cher Tidiane. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons vous interpeller d'abord en tant qu'avocat sur les motifs du renvoi de ce procès. Apparemment, il y a eu violation de l'article 174 du Code de procédure pénale. Mais comment cela est pu arriver? Oui, vous savez, l'affaire Khalifa Sall est une affaire qui suscite beaucoup de passion. Surtout pour les non-juristes, les hommes politiques et autres. Mais nous qui sommes avocats ou les magistrats qui sont du tribunal, nous qui avons l'habitude de fréquenter le palais de justice, nous savons très bien qu'effectivement, qu'un renvoi n'est qu'un renvoi. Et qu'il y a une pratique, il y a un usage au sein des juridictions correctionnelles. Lorsqu'une affaire passe devant un juge d'instruction, en général, le parquet enrôle le dossier et puis à la première audience, c'est l'audience dans laquelle les avocats, souvent, ces nouveaux avocats se constituent, les autres sont présents et que l'affaire est à presque 99% des cas renvoyée. Est-ce que c'était normal que les avocats de la défense ne soient pas tenus au courant de ce procès à 24 heures de l'ouverture? Donc vous savez que tout le Sénégal connaissait la date de l'audience de Khalifa Sall. Ils l'ont appris par voie de presse. Je suis d'accord avec vous, mais c'était une pratique et donc qui demande un formalisme. C'est la raison pour laquelle le tribunal a renvoyé l'affaire pour que le formalisme soit respecté. Et tout le monde sait qu'effectivement, toutes les affaires se passent comme ça, et pas que l'affaire Khalifa Sall. Toutes les affaires, dès qu'ils arrivent à la première audience, les avocats se présentent et l'affaire est renvoyée et que le formalisme adéquat se fait et que souvent quand c'est des affaires comme l'affaire Khalifa Sall qui suscitent beaucoup d'émotions, beaucoup de personnes, qui risquent d'être présents à l'audience. Donc c'est des audiences spéciales. Donc tout le monde savait que l'affaire aura lieu à une audience spéciale, pas une audience courante où il y a une dizaine ou une cinquantaine d'affaires. Les avocats de la défense déjà ont pris cela comme une victoire. Écoutez, je leur souhaite la victoire. Justement, vous êtes membre du Parti socialiste et c'est un socialiste qui est en train d'être poursuivi déjà. Comment est-ce que vous vivez cela?
Vous savez, comme j'ai l'habitude de le préciser, et il est important que je le réitère aujourd'hui ce soir, l'affaire Khalifa Sall n'est pas une affaire du Parti socialiste. Le Parti socialiste ne le poursuit pas. Le Parti socialiste n'est pas partie civile. C'est une affaire purement judiciaire de la gestion d'une municipalité dans ses rapports avec l'administration, avec l'État du Sénégal. C'est une affaire qui n'a rien à voir avec le Parti socialiste. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un membre du Parti socialiste s'immiscer ou faire même des commentaires sur même la procédure judiciaire, sur les difficultés dans cette affaire-là. Donc, des cas purement judiciaires, c'est un cas purement judiciaire. Hein. Donc, mais c'est un membre du Parti socialiste qui est impliqué jusqu'à nouvel ordre. Oui, c'est un membre du Parti socialiste, hein, avant justement que la direction du parti prenne des décisions idoines par rapport aux agissements de Khalifa Sall et de ses amis. C'est un membre du parti qui a des mêlées avec la justice du point de vue de sa gestion. Et alors ça pouvait arriver à n'importe quel maire. Le Parti socialiste a plus de 50 de maires. Mais moi, maire de Ourossogui, la même situation pourrait m'arriver. Et donc ça n'a rien à voir avec le parti. Et donc là, c'est l'occasion pour moi de réitérer encore une fois, cette affaire-là n'a rien de politique. Donc le parti n'a pas pris de position sur cette affaire. Le Parti socialiste n'a pas à prendre position dans une affaire pareille. Parce que c'est une affaire purement judiciaire. C'est une affaire... c'est vrai que le parti, les camarades peuvent être solidaires de Khalifa Sall. Parce que personne ne souhaite encore une fois qu'un de leurs camarades ou bien qu'une personne quelconque d'ailleurs puisse avoir des difficultés par rapport avec la justice. Et c'est le cas, bien sûr. C'est le cas. Personne ne le souhaite. Et d'ailleurs, il n'y a aucune réunion du bureau politique ou du secrétaire exécutif national où j'ai entendu un responsable socialiste se féliciter de la mésaventure de Khalifa Sall. Donc, il faut que vraiment savoir raison garder. C'est une affaire judiciaire, une affaire liée à la gestion de la mairie de Dakar, qui est aujourd'hui réglée et poursuivie entre l'État du Sénégal qui est partie civile, et qu'aujourd'hui l'affaire est entre les mains de la justice. Et je pense que comme tous les Sénégalais, nous avons confiance en notre justice. Voilà. C'est l'occasion, encore une fois, c'est l'occasion idéale. Cette audience-là, ce procès, c'est l'occasion vraiment idéale donnée aux avocats de Khalifa Sall, aux avocats de la défense, de pouvoir vraiment démontrer l'innocence de leurs clients, de pouvoir démontrer à l'opinion l'innocence de leurs clients, et c'est ce qu'on leur souhaite. Voilà, la mairesse plutôt de Paris, Anne Hidalgo, a pris position dans cette histoire. Déjà, vous, comment vous l'avez pris? C'est de l'ingérence ou... Bon, vous savez, il y a deux lectures à donner à cette déclaration du Conseil de Paris. On peut comprendre qu'en tant que mairesse de Paris, en tant qu'élu local, que les Parisiens soient solidaires de ce qui arrive aujourd'hui au maire de Dakar. Ça, tout le monde le comprend. D'ailleurs, même je crois l'AMS a même fait une déclaration au Sénégal pour effectivement être solidaire du cas de Khalifa Sall. Mais par contre, ce qui est inacceptable dans notre pays, c'est que lorsque le Conseil de Paris fait une déclaration en faisant des commentaires en disant qu'effectivement, ceci ressemble plutôt à une campagne, à une cabale pour empêcher un candidat d'être un candidat à l'élection présidentielle ou bien de freiner la carrière politique d'un concurrent politique. Là, on est vraiment dans l'extrapolation. Et donc, je pense que c'est une erreur. Et d'ailleurs, pour l'histoire, depuis une vingtaine d'années, vous avez vu tous les scandales qu'on a eu à la mairie de Paris. Donc, je pense que la mairie de Paris, dans son ensemble, de droite comme de gauche, n'est pas vraiment est très mal placée pour mais que dites-vous de cette proposition visant à créer un observatoire international des maires en danger? Déjà, vous êtes maire. Comment est-ce que vous voyez cette proposition? Mais c'est une proposition qui peut être étudiée, discutée. Parce qu'effectivement, les maires sont exposés du point de vue de leur gestion. Parce que les maires ont un personnel. Ils sont souvent, peut-être que même les textes de culture locale devaient être toilettés pour que les maires soient beaucoup mieux protégés, mieux encadrés, et qu'effectivement, que même les pratiques de gestion puissent être mieux clarifiées, mieux interprétées et mieux compris de tous les acteurs. Que ce soit les acteurs de contrôle, comme les acteurs de décision, comme nous les maires. Ça, c'est un fait sur lequel, effectivement, d'ailleurs, c'est l'occasion, même avec le dialogue politique qui est ouvert, c'est une des questions sur lesquelles, pourquoi pas, discuter entre partis politiques, pour trouver un consensus sur ces questions-là. Voilà, nous allons revenir sur les affaires concernant le Parti Socialiste. Cette semaine plutôt, on avait reçu ici Maître Aïssata Tall Sall. Dites-nous, où est-ce que vous en êtes avec les
l'expulsion, ou bien la procédure d'expulsion de Khalifa Sall et compagnie? Vous savez que nous avons tous constaté effectivement le comportement de certains camarades depuis presque 2 ans, voire 3 ans, au niveau du Parti socialiste. C'est des personnes qui n'ont jamais accepté exécuter les décisions prises par la direction du parti, qui sont des personnes qui se sont mises en contradiction avec la volonté du parti. Durant les élections, toutes les élections passées, élections législatives, au conseil, même du référendum. Et donc, naturellement, ces personnes sont auto-exclues du parti. Mais mieux encore, le secrétaire exécutif national, au mois de novembre, a proposé au bureau politique l'exclusion pure et simple de tous ces responsables du parti qui ont eu à offenser, à même défier le parti. Il appartient au bureau politique de prendre cette décision. Et au prochain bureau politique, les camarades seront appelés à se prononcer sur cette proposition-là. Et je peux vous assurer que cette proposition est partagée actuellement par l'ensemble, par l'écrasante majorité des camarades socialistes. En tout cas, les socialistes pro-Khalifa Sall, eux, sont bien décidés à mener le combat pour exclure Ousmane Tanor Dieng du parti. Face à la presse cet après-midi, ils ont accusé l'État du Sénégal de vouloir briser la carrière politique du maire de Dakar. Compte rendu de cette conférence de presse signé Habib Faye et Younous Diatta. Eux aussi veulent exclure Ousmane Tanor Dieng du Parti socialiste. Les khalifistes comptent mener la bataille, d'où le retour à la base. Que ceux qui dirigent ce parti n'ont ni l'ambition ni la volonté d'aller vers une vente des cartes qui devrait aboutir à un congrès. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé à Kaolack de placer des cartes pour pouvoir compter dans les 45 départements et dans les 14 régions tous ces socialistes, hommes, femmes, jeunes, cadres, sages, qui ont décidé, eux, d'accompagner le parti et surtout de faire en sorte que le respect des textes du Parti socialiste soit une réalité et non un slogan. Ça va plus que Tanor dégage. Notre objectif, c'est de reconstruire un pays que Macky Sall a fini de détruire. Ça dépasse la personne de Tanor. Ils ne vont pas verser dans la provocation, mais sont engagés à ester en justice le bureau politique. Nous refusons de tomber dans la provocation. Nous refusons aujourd'hui de nous fixer sur un agenda qui n'est pas le nôtre. Je rappelle que le Parti socialiste n'est pas une propriété de M. Ousmane Tanor Dieng. Cette crise, elle est sous-tendue par la volonté boulimique d'un seul homme, Ousmane Tanor Dieng, à conserver le pouvoir coûte que coûte. Barthélémy Diaz et compagnie adoptent des stratégies pour mener à bien leur combat. Ils n'acceptent pas que Khalifa Sall soit aussi exclu de la présidentielle. L'objectif pour nous, c'est que Khalifa Sall soit candidat à l'élection présidentielle. L'objectif que s'est fixé le pouvoir, c'est que Khalifa Sall soit exclu de la compétition à l'élection présidentielle. Donc pour nous, quand on arrivera à ce stade de la candidature, qu'elle soit recevable ou pas de Khalifa Sall à l'élection présidentielle, là je pense que vous ne verrez pas des stratégies, vous verrez des actions. Les khalifistes sont déterminés à démettre le secrétaire général du Parti socialiste de ses fonctions. En plus, ils déclarent haut et fort que l'objectif de l'État, c'est de briser la carrière politique de Khalifa Ababacar Sall. Voilà, maître, je vous ai vu sourire quand l'élément était en train de passer, comme si ce qu'ils sont en train de dire, ça relève un peu du chimère. Oui, ça relève plutôt du surréalisme, parce qu'effectivement, des camarades qui viennent plus dans le parti depuis 2 ans et demi, voire 3 ans, qui ne participent à aucune activité du parti, comment peuvent-ils quand même envisager même dans leur esprit organiser une exclusion d'Ousmane Tanor Dieng ou bien une vente des cartes? Ils peuvent vendre des cartes, mais je pense que c'est les cartes de leur mouvement qu'ils sont en train de vendre actuellement, et que je pense que je leur conseille d'aller créer leur parti et d'essayer de s'organiser comme ils peuvent. Mais aujourd'hui, il est clair, eux-mêmes d'ailleurs, ils le savent, hein, qu'ils ne sont plus membres du Parti socialiste depuis très longtemps. Ça, c'est juste un formalisme. La réunion du bureau politique, c'est juste un formalisme. Et donc, je pense qu'il faut être courageux. Ils sont très convaincus. Non, je pense qu'effectivement, il faut être courageux. Un parti politique, c'est une association. On y entre librement, on y sort librement. Lorsque vos convictions ne correspondent plus à la démarche, au fonctionnement, à la direction du parti, mais vous prenez vos responsabilités. Vous créez votre parti, au Sénégal, il y a plus de 250 partis. Vous créez votre parti ou votre mouvement, vous vous organisez comme vous voulez avec les gens qui vous aiment, qui vous adorent, qui pensent la même chose que vous. Vous pensez actuellement qu'au sein du Parti socialiste, le rapport de force leur est défavorable? Mais la preuve, ça ils le savent. Hein. La preuve, autant à la base,
autant à la direction du parti. À la base des élections, ont largement prouvé où se trouve la force. Et au niveau des instances du parti, vous avez très bien vu qu'aujourd'hui, la majeure partie des responsables des secrétaires généraux de coordination mais sont avec la direction du parti, avec Ousmane Tanor Dieng, à qui nous renouvelons notre entière confiance. Mais pourquoi pas laisser au Congrès de régler cette situation? Tous les textes sont toutes les actions que le parti fait depuis 2007 sont des actions régulières, conformes au texte. Donc maintenant, on peut toujours critiquer, dire qu'on n'est pas d'accord, il y a une violation des textes, mais de toute façon, ils ont même fait des procédures judiciaires, donc la justice tranchera ces questions-là. Mais on ne peut pas aussi passer on peut pas avoir comme programme politique l'injure, l'insulte, la calomnie contre un secrétaire général. Ce n'est pas un programme politique. À leur place, moi, je serais resté dans le parti, siéger au bureau politique, siéger au secrétaire exécutif national et essayer de convaincre mes autres camarades. Mais ils n'ont pas fait. Ils préfèrent aller essayer de convaincre l'opinion par la presse ou convaincre autres personnes par la presse. Mais ce n'est pas la bonne voie. C'est nécessaire qui leur permette de le faire valoir. Vous savez qu'il n'y a pas un parti, moi je parle en toute connaissance de cause, il n'y a pas un parti plus démocratique que le Parti socialiste. Il n'y a pas un parti qui organise ses réunions de manière régulière comme le Parti socialiste. Il n'y a pas un parti, moi je n'ai jamais entendu un d'entre eux, dans le bureau politique ou dans le secrétaire exécutif national, dire qu'on l'a privé de parole ou privé de position. Chaque fois qu'il y a eu débat dans le bureau politique ou dans le secrétaire exécutif national, les gens parlent librement. Ils sont libres de leurs opinions. Mais c'est une question de conviction. Il faut convaincre. La politique, c'est l'art de convaincre. Mais dès que si vous n'arrivez pas à convaincre vos propres camarades avec qui vous avez cheminé pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment pouvez-vous essayer d'aller à l'affût du Sénégal, des Sénégalais, aller vers Kaolack pour faire quoi? On commence d'abord par votre famille. Convaincre votre famille de vos idées, de votre bon choix. Vous ne le faites pas. Vous passez tout votre temps à calomnier, à insulter un secrétaire général. Je salue d'ailleurs la pondération et le caractère vraiment raisonnable du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, avec son sang-froid, parce qu'il comprend très bien que ceux qui s'agitent aujourd'hui, c'est des gens qu'il a formés. Qu'il a tout donné, c'est une réalité. Voilà. Qu'il a tout donné. Voilà. Maître, comment avez-vous pris la dernière sortie du professeur Elimane Kane qui a clairement soutenu Khalifa Sall? Vous savez, dans ce contexte d'un camarade qui était dans le Parti social, qui ne l'est plus, les gens sont libres. D'ailleurs, ça témoigne de la maturité démocratique du Parti socialiste. Les personnes sont libres de montrer leur affection ou leur position par rapport au camarade Khalifa Sall ou à d'autres camarades. Il a sa liberté. C'est une surprise parce que quand même une personne d'une qualité intellectuelle quand même extraordinaire, qui a quand même fait beaucoup fait pour le parti. Si lui-même daigne ne pas participer à ces rencontres-là, ne pas venir dans le parti, dans les instances régulières du parti, essayer de convaincre ses autres camarades qu'effectivement que la voie suivie n'est pas la bonne, mais il préfère aller effectivement exposer cela dans la presse, monter son soutien en dehors des instances régulières du parti, et c'est sa liberté. Ouais, mais avec cette sortie, il n'a pas transgressé la discipline du parti. C'est une opinion qu'il a donnée, à mon avis, c'est une opinion qu'il a donnée. Bon, le parti n'a pas encore statué sur son cas par rapport effectivement aux actes qu'il a eu à prendre. Donc cette question n'a pas encore été discutée. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour le reste, en tout cas, il est clair et net dans le parti qu'ils sont déjà auto-exclus et qu'au prochain bureau politique, ils seront exclus purement et simplement. Et ça, qu'il le sache. Vous assurez au prochain bureau politique. Au prochain bureau politique, la question sera soumise aux membres du bureau politique. Et vu les tendances qu'on a aujourd'hui, je pense que ça ne fera l'objet d'aucun doute que les camarades responsables du Parti socialiste, dans leur majorité, sont tout à fait indignés par le comportement de certains camarades. Parce que vous savez, dans un parti politique, on peut avoir des visions différentes. Personnellement, il avait plusieurs fois où j'ai eu des opinions divergentes par rapport à la majorité du secrétaire exécutif national. Mais pourtant, une fois que la décision est prise, je me range derrière cette décision. Vous n'avez pas le droit d'aller poser des actes contraires aux décisions prises dans le parti, dans sa majorité. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas ma position par la force,
La démocratie, c'est la loi de la majorité. Voilà, mais maître, avant de vous laisser partir, vous êtes maire de Ourossogui. Chez vous, je pense qu'on parle de panne récurrente de forage, si je ne me trompe. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la mairie pour régler définitivement ce problème? Vous savez, Ourossogui a toujours été connu comme une ville qui a eu toujours des difficultés d'approvisionnement en eau, qui est liée parce que à la population galopante, aux démographies importantes dans la commune, parce que c'est une commune de carrefour, et donc vous avez toujours des problèmes d'eau. Mais la dernière fois, effectivement, au mois de mars, nous avons eu à faire un forum en tant que maire. J'ai organisé un forum pour qu'on essaie de trouver une solution avec toutes les parties prenantes, la société civile, les partis d'opposition, vraiment toutes les couches de la population. Et puis ensemble, nous avons discuté et vraiment soumis la question au président de la République qui, effectivement, à travers le ministre de l'Hydraulique, nous a aidé à avoir deux forages. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus de problème de production, mais comme le mal était effectivement lié aussi à la gestion, parce que cette gestion communautaire a fini de montrer ses limites, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés liées à la gestion des coupures de courant par la Sénélec. Et d'ailleurs, c'est l'occasion même de dire, effectivement, c'est des choses quand même que la Sénélec devrait éviter, couper l'électricité des Asifor pour des non-paiements de factures, sans préavis, sans informer la population. Ça, c'est des pratiques sur lesquelles vraiment, je pense que la Sénélec devrait faire des efforts pour essayer qu'on trouve définitivement des solutions. Voilà, la gare routière de Ourossogui également. Alors, la gare routière de Ourossogui, alors ça, c'est un problème lié à l'association de regroupement des transporteurs. Et là aussi, il est important que les autorités administratives prennent leurs responsabilités. Parce que on ne peut pas laisser une gare routière aussi importante. C'est la troisième gare routière la plus importante du Sénégal. Après Beaumaraîcher, Mbour, c'est Ourossogui. Donc, il y a plus de des milliers de chauffeurs qui y travaillent, des pères de famille qui y travaillent. Donc, il est vraiment temps que c'est vrai que c'est une association privée, parce que ce qu'on a trouvé, on a trouvé une pratique avec un ancien président de gare routière qui, effectivement, depuis 14 ans est là-bas sur le terrain, ne fait pas de renouvellement dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. Des élections ont été faites récemment, le week-end dernier, avec le syndicat des transporteurs, dirigé par Alassane Ndoye, que je salue au passage. Et donc, il est important que toutes les autorités administratives que nous sommes, locales comme administratives, qu'on accompagne le syndicat pour effectivement mettre en place le nouveau bureau qui vient d'être élu avec le nouveau président Adama Sow le week-end dernier. Et d'ailleurs, c'est sur cela qu'on est en train de travailler. Voilà. Merci Maître Thiam, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h. C'est un plaisir partagé, cher Tidjane Diaw, et puis je vous encourage pour tout l'excellent travail que la TMFM fait pour le bien-être des Sénégalais. Merci beaucoup Maître. Nous parlons à présent de l'affaire Maïmouna Bousso. C'est cette dame qui a vu sa villa en Ngor détruite par la DSCOS à cause d'un titre foncier qu'elle aurait acquis de façon illégale. La présidente du mouvement Khalas ne décolère pas. Elle estime que ses droits sont bafoués. Mambiram Diouf, Thierno Laurent Mendy lui ont rendu visite. Elle a passé la nuit du mercredi à jeudi à la Belle Étoile. Difficile de trouver le sommeil, confie Maïmouna Bousso, obligée, elle et quelques membres de sa famille, à veiller sur ses biens qui lui restent de ce qu'elle a investi sur sa villa démolie injustement, ajoute-t-elle. Moi, j'ai passé la nuit avec mes frères et sœurs. On a quand même j'ai mis ma famille à l'abri. Mes enfants sont restés avec des enfants d'autres parents, des amis qui les ont gardés. Donc, je leur en remercie. Aussi, ma sœur a récupéré ma mère. Donc là, je suis juste avec mes frères. On est là pour sécuriser les bagages. Des gravats, des mobiliers, une bonne proportion détruite offre un visage triste, désolant du décor qui règne ici. On est en train d'essayer de trier, de voir qu'est-ce qui nous reste entre les mains, parce qu'on a beaucoup perdu hier. On a sorti les bagages dans l'urgence, on est en train de voir nos effets personnels, les meubles, il y a beaucoup de vitrages qui sont cassés. On est en train de faire le tri nécessaire pour voir ce qu'on peut récupérer ou pas. Mais Mouna affirme n'avoir plus de l'espoir pour entrer dans ses droits. On va y retourner même si c'est avec beaucoup de désespoir. Parce qu'aujourd'hui, notre justice, la justice de ce pays, nous a encore montré qu'elle est sélective. Nous avons fait les procédures pour avoir tous les documents. Maintenant, ce qu'il y a à se demander, c'est comment une personne peut-elle habiter en face de notre maison depuis 1993, nous regarder acheter en 2002 et en 2011 sortir un titre où il est mentionné le nom de sa femme. Mais Maïmouna Bousso dit rester forte et digne pour surmonter cette épreuve.
Biram Diouf, conseil interministériel sur l'élevage, s'est tenu ce jeudi. La tendance est que le financement va subir une hausse pour relever les défis du secteur. Là-dessus, nous écoutons Seydou Gueye, secrétaire général du gouvernement, qui en parle au micro de Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. L'élevage occupe 47% des ménages ruraux. Et quand vous faites une extrapolation au niveau national, c'est à peu près un tiers de la population active. Donc c'est un secteur important avec un potentiel et des opportunités énormes en matière d'emploi, en matière de revenus et notamment en matière de renforcement de la résilience des populations face aux différents chocs et aux différentes crises. Le ministre de l'Élevage a expérimenté des mécanismes qui ont permis justement de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers des programmes au niveau communal. Il a mis en exergue également, Monsieur le Premier ministre, cette progression régulière des ressources allouées au sous-secteur de l'élevage, en prenant comme exemple les dotations budgétaires en 2012, qui étaient de 9,5 milliards par rapport à celles de 2018, qui sont de 22 milliards. Donc une progression de plus du double en ressources affectées au sous-secteur. Compte non tenu maintenant des opportunités de financement indiquées à travers des programmes que sont le FONGIP, le FONSIF, la BNDE, le Fonds STAB, entre autres. Tous les efforts qui ont été consentis par les différents gouvernements du président Macky Sall ont permis d'améliorer considérablement les performances obtenues dans toutes les filières animales, notamment la production de viande, la production de lait, la production d'œufs de consommation et l'exportation des peaux et cuir. Ainsi, pour renforcer cette tendance, le Premier ministre a indiqué l'urgence de mettre en place des mesures efficaces pour lever les contraintes liées au financement du sous-secteur et consolider les acquis à travers les projets et programmes. Nous allons à Kayar où le poisson se fait de plus en plus rare. Les pêcheurs disent être impactés par l'utilisation des bombes pour l'exploration du gaz et du pétrole dans la zone. Et cela fait fuir les poissons vers d'autres horizons. C'est un reportage signé nos correspondants sur place, Charente Diop et Seila Tire. Kayar, le poisson se fait rare depuis quelques jours. Le plus grand port de débarquement est gravement menacé. Des techniciens mènent d'intenses opérations de sonde au niveau de la zone où sont découverts du gaz et du pétrole. Selon les pêcheurs de Kayar, les engins utilisés pour l'exploration chassent les poissons qui fuient vers d'autres horizons. Nous pêcheurs, nous sommes vraiment impactés du fait de l'utilisation des bombes sismiques qui font fuir les poissons. Dans le cadre de la RSE, l'entreprise chargée de l'exploration a octroyé la somme de 108 millions de francs CFA à la mairie. Toutefois, les pêcheurs déplorent le fait qu'ils ne se sentent pas concernés par cette manne financière. Cosmos Energy, la mairie a reçu 108 millions de francs CFA de la société chargée de l'exploration. Une clé de répartition qui a été faite n'a pas pris en compte les préoccupations des pêcheurs de Kayar. La campagne de pêche qui s'ouvre chaque année au mois de décembre à Kayar tarde à démarrer parce que les poissons ne sont pas encore présents. Nous parlons éducation à présent avec l'accès à l'état civil. L'année passée, 200 à 800 élèves ont failli ne pas passer des examens de fin d'année scolaire faute de pièces d'état civil. L'IEF de Pikine tire la sonnette d'alarme pour cette année sur un recensement anticipé et une sensibilisation des parents. Propos tenus lors d'une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de Pikine Nord par ses partenaires américains. Là-dessus, nous écoutons Ismaël Diallo au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Nous connaissons ce problème à Pikine parce que depuis 2 ans que je suis là, à chaque fois qu'adviennent les examens de fin d'année, il y a beaucoup d'enfants de CM2 qui ne sont pas pourvus de pièces d'état civil. Pour cette année, on était au début de l'année scolaire vers les 800. Mais grâce à la diligence du tribunal de Pikine, des parents d'élèves et particulièrement de Madame la greffière de Pikine, nous avons pu régler tous les cas de CM2. Mais nous ne souhaitons pas être encore dans ces tensions. Et nous voudrions nous organiser grâce au sous-préfet pour que le recensement soit fait de tous les élèves qui n'en disposent pas et que les parents soient sensibilisés, organisés et orientés pour qu'ils essayent de pourvoir leurs enfants de ces pièces d'état civil à temps, qu'ils puissent passer
passer leur examen sans aucun problème. Puis je vous l'annonçais dans les titres, le professeur Ibrahima Thioub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, élevé au grade de docteur honoris causa par la prestigieuse université Sciences Po de Paris. Une distinction de ses pairs avec tous les honneurs grâce à son immense travail dans la recherche au département d'histoire de l'université de Dakar. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Kamara. Cette cérémonie est un grand moment de la vie universitaire au cours duquel sont distingués des professeurs de grande réputation. Cette année, les historiens ont choisi de décerner ce doctorat au professeur Ibrahima Thioub, recteur de l'université de Dakar et spécialiste d'histoire africaine, notamment de la traite des esclaves. Le professeur Thioub a eu une pensée à l'école sénégalaise qui lui a donné toutes les armes de sa réussite. Enseignant, instituteur, je le savais, je m'y investissais. Enseignant du secondaire, je le savais, je m'y investissais. Enseignant à l'université, je le savais et je m'y investissais. Et quand je suis devenu recteur, je continue de travailler dans cette direction-là, de faire de telle sorte que l'école publique continue de jouer son rôle d'égalisation des chances en apportant aux plus démunis le peu qu'ils demandent pour réussir. Ses nombreuses publications sur l'histoire de l'esclavage et son excellent discours prononcé dans la salle a rafraîchi les mémoires. Actualité oblige, la récente traite d'êtres humains dénoncée en Libye a été convoquée. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahara, ce qui se passe dans l'Atlantique, ce qui se passe aux portes de l'Europe, ce qui se passe dans la Méditerranée. Mais nous autres historiens, nous autres scientifiques, spécialistes des sciences sociales, nous devons éclairer par le savoir. Et cet éclairage aide les militants, la société civile, les pouvoirs publics et les États à pouvoir, en mieux comprenant la chose, d'y apporter des solutions durables. Et la solution idéale passe nécessairement par l'éducation. Né en 1955 à Malikounda, le professeur Thioub a fondé le Centre africain de recherche sur les traites et les esclavages du département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à vous Ibrahima Kamara. L'amicale des chanceliers des affaires étrangères du Sénégal veut rehausser l'image de la diplomatie sénégalaise en s'appuyant sur ses grandes réussites. Et pour le président de l'amicale, la diplomatie économique est un volet à ne pas négliger. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Aïssatou Paye et Modou Diop. Le Sénégal est un petit pays, mais grand par l'influence et grand par la présence dans le concert des nations. Donc ce thème vient à son heure. Pour nous qui venons juste d'embrasser la carrière, c'est une occasion de nous nourrir des principes fondateurs afin de pouvoir tenir haut le flambeau et davantage renforcer la présence du Sénégal dans le concert des nations. L'option qu'a prise le président de la République concernant la diplomatie économique, parce qu'il fut des temps où c'était la diplomatie classique. Aujourd'hui, avec le plan Sénégal émergent, le président a apporté une nouvelle option à la diplomatie qui s'agit purement d'économie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de diplomatie sans pour autant prendre en compte le concept économique qui joue un rôle important. Et c'est ce qui aujourd'hui fait que notre pays s'est inscrit dans ce cadre et a ouvert des bureaux économiques un peu partout dans le monde. Et puis cet atelier d'évaluation nationale sur les résultats de la relance du sport scolaire, 83 000, c'est le nombre de participants. Le secrétaire général de l'UASU parle de couverture totale avec l'implication de toutes les régions. Mamlaï Mbaye, que je vous propose d'écouter au micro de Chertidiane Dion, c'était ce matin. Par rapport à la participation, l'année dernière, il y avait un peu plus de 24 000 participants pour ce qui est du sport scolaire. Et pour 2016-2017, il y a plus de 83 000 participants. Donc vous voyez que par rapport à la participation, les chiffres ont évolué. Et par rapport aussi aux disciplines pratiquées, nous constatons qu'il y a aussi une évolution. Ces 3 676 établissements ont participé aux compétitions pour la saison 2016-2017.
Et puis en football, retenez que les Lions du Sénégal renouent avec l'équipementier Puma. La Fédération sénégalaise de football et la marque allemande ont pu trouver un accord à hauteur d'un montant de 6 milliards, et plus même. Je pense qu'on en reparlera dans nos prochaines éditions avec la rédaction de la télé Futur Média. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.